Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 101% et merci pour tous vos vœux de bon rétablissement, vos souhaits de bonne santé que j'ai reçus suite à mon petit problème de côte. Bon, ça a changé de côté, mais je vous rassure quand même, ça va beaucoup mieux, d'autant plus que nous allons regarder la critique de Phantom Breakers Battlegrounds, Pico Pico et Retro et Magic, et puis même des news. Gilles Coulon est une réalisatrice qui est partie seule au Japon en 2008 pour plonger au cœur de l'univers des sumo. Elle suit le parcours d'Oguchi Takuya, jeune champion de judo à Hokkaido. À la fin du lycée, son père le pousse pourtant à devenir sumo. Le film sort dans les salles françaises le 13 mars 2013 en partenariat avec No Life. Tu seras sumo tournera un peu partout en France dans les mois qui viennent. N'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour y retrouver toutes les dates et lieux de projection. Shufflepud Café est un titre développé par Brotherhood Software en 88 sur une bonne partie des machines de l'époque. Ce jeu de erotique futuriste avec des extraterrestres en tant qu'adversaires avait une ambiance unique. 25 ans après, c'est le petit studio indé français Agartha Studio, composé de 4 personnes, qui se décide à rendre hommage à ce titre ancestral. Vous êtes un astronaute qui vient de s'écraser sur une planète étrange, pile devant un établissement qui ressemble fort à un casino. Les autochtones, pas particulièrement accueillants, mais pas malveillants non plus, vous expliquent les règles qui régissent la cantina. Vous devrez affronter 16 adversaires différents sur les 3 étages de l'établissement, avec des tonnes de bonus à débloquer et 100 ans de chargement. Disponible depuis septembre sur iOS, le jeu est accessible depuis quelques jours sur Android, en version gratuite, mais bien sûr, avec quelques achats suggérés durant la partie. Shufflepud Cantina essaie de percer également sur Steam Greenlight dans une version deluxe, enrichie de nouveaux niveaux, bonus et boss. Ultima, série créée en 1981 par Richard Garriott, alias Lord British, est souvent considérée comme l'acte de naissance du genre RPG. Si vous voulez en savoir plus sur la série et ses spin-offs, vous pouvez vous référer à 2 numéros de Retro & Magic qui lui ont déjà été consacrés et sont disponibles sur No Life Online. Richard Garriott refait parler de lui avec son nouveau projet Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Si évidemment le mot Avatar appelle de bons souvenirs aux joueurs d'Ultima, le développeur est très clair sur ce point. Il ne s'agira pas d'un nouvel Ultima, mais d'un tout nouveau monde. Pour autant, celui-ci restera fidèle au principe que le créateur a toujours appliqué dans ses RPG. Un monde immense à explorer, le tout entrecoupé de scènes d'aventure, des personnages qui ne sont pas enfermés dans une seule classe, et bien sûr, une aventure qui se joue en ligne ou en solo en local. Et pour bien lancer Shroud of the Avatar, quel moyen a choisi le créateur? Kickstarter bien sûr, il fallait s'en douter. À peine quelques jours après son lancement, le projet a déjà rassemblé près de 716 000 $ sur le million à atteindre, autant dire qu'à ce niveau-là, cela semble bien parti. La critique de SimCity n'étant pas diffusée dans 101% avant le début de semaine prochaine, il était important de faire un point dans les news sur les événements qui ont suivi sa sortie le 8 mars dernier. Si vous souhaitez acquérir le jeu, on ne peut que vous conseiller d'attendre. En l'état, le jeu de gestion développé par Maxis et édité par EA n'est pas stable. Les joueurs qui ont acquis le titre le jour de sa sortie ont été exposés à une succession de calamités ayant grandement perturbé, pour ne pas dire gâché, leur expérience de jeu. Impossibilité de lancer une partie, gel d'écran nombreux, lorsque ce n'est pas tout simplement sa progression qui n'est pas sauvegardée, occasionnant ainsi la perte de plusieurs heures de jeu. SimCity est en effet un titre nécessitant une connexion permanente à Internet et les serveurs EA n'ont visiblement pas supporté la charge. L'éditeur a même été obligé de supprimer certaines fonctionnalités du jeu, comme la vitesse maximale de la simulation. Signalons également que les joueurs qui souhaiteraient se faire rembourser peuvent lancer la procédure durant les 14 jours qui suivent l'achat d'une version boîte, mais qu'aucun remboursement n'est prévu pour les versions digitales. Raison pour laquelle SimCity a disparu provisoirement de certaines boutiques en ligne dans sa forme dématérialisée. Un lancement catastrophique qui ne fait que confirmer, malheureusement, un début d'année à marquer d'une pierre noire pour Electronic Arts, après les déceptions occasionnées par Dead Space 3 et Crysis 3, l'absence de l'éditeur à la conférence de lancement de la PlayStation 4 et la sortie prochaine d'un Army of Two, le cartel du diable, qui soulève déjà de nombreuses interrogations après la fermeture du studio responsable de son développement. Mais malheureusement, c'est pas parce que ça va mieux que vous allez me voir réaliser des prouesses techniques, des cascades héroïques. Non, c'est vrai que pendant les 15 jours qui viennent, ça va être un petit peu plus calme. Hein. Comme d'habitude, effectivement. Comme je suis à la maison, hein, depuis un mois, je bouge pas trop. Les esprits chagrins diront, ça tombe bien, comme ça il a pu en profiter pour réfléchir à des plateaux intéressants, avec du contenu, des anecdotes, des détails croustillants. Mais en fait, dans l'abîme de souffrance dans lequel je me trouvais, les seules pensées qui me venaient lorsque je tentais de préparer ça 1%, étaient des visions cauchemardesques avec des spectres en tongs, en bikini, en trikini, qui arpentaient les cimetières pour aller envahir les plages. C'était horrible. Et je pense qu'en fait, j'ai fait l'amalgame entre Spring Breakers,
le film qui doit sortir sur les jeunes qui font la fête sur la plage, et Phantom Breaker, Battleground, la critique que nous allons regarder tout de suite. C'était dans les années 90. Alors que certains complotaient pour lancer l'expression « c'est clair », d'autres se regroupaient autour de consoles de jeux vidéo. Ils s'attroupaient le mercredi après-midi, à l'heure du goûter, chez celui ou celle d'entre eux qui avait la chance de s'être fait offrir la dernière machine de Sega ou de Nintendo. Ils occupaient ces mercredis après-midi à tenter de passer le 3e niveau de l'un de ces nombreux beat'em all que l'époque voulait très dur. Et ce faisant, ils discutaient forcément, se demandant régulièrement ce que l'avenir leur réservait. Des jeux en 3D, bien entendu. Mais qui sait, peut-être des casques de réalité virtuelle aussi, qui permettraient de littéralement plonger dans des univers imaginaires. Ou bien des capteurs capables de restituer chaque mouvement à l'écran pour proposer des expériences bien plus immersives. Parfois s'invitait la question du photoréalisme, but ultime pour les uns et dérapage redouté pour les autres. Quoi qu'il en soit, il était toujours question de progression ou du moins de changement. Tous ces devins du goûter peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais on en faisait pourtant tous plus ou moins partie. Et si certaines de nos prédictions se sont réalisées, on était tous au moins partiellement à côté de la plaque. Car personne n'avait vraiment prévu que le futur du jeu vidéo devait également se trouver dans le beat'em all qu'on était en train d'essayer de finir le mercredi après-midi à l'heure du goûter. Phantom Breaker Battlegrounds partage avec un certain nombre d'autres productions plus ou moins nippones le fait de pouvoir résumer à peu près tout son scénario en un concept très simple, la soubrette. Ici, il est question de monde des ténèbres dont un être maléfique aurait ouvert les portes pour réveiller ses pouvoirs. Face à lui se dresse un groupe de jeunes filles qui comptent le plus naturellement du monde une soubrette donc, mais aussi une écolière et une Miko, parce qu'on ne sait jamais, il ne s'agirait certainement pas de laisser passer une déviance par inadvertance. Et voilà, c'est à peu près tout. Certes, on aurait pu préciser ici que cet épisode Battlegrounds est en réalité un dérivé du premier Phantom Breaker, un jeu de combat jamais sorti en dehors du territoire japonais, mais il se trouve que ce dernier obéissait à la même loi de la soubrette. Au final, on se retrouve donc en face d'un scénario et d'un univers qu'on a déjà vu un bon paquet de fois, même quand on y ajoute cette couche de rendu SD qui nappe tout le jeu. On reconnaît bien ici quelques décors inspirés de vrais quartiers tokyoïtes. Mais oui, précisément, on les reconnaît très bien justement, parce qu'en termes de référence à la pop culture japonaise, on a connu plus fin que le club Sega d'Akihabara. Enfin, qu'à cela ne tienne, il reste cette ambiance complètement 16 bits, qui rappelle paradoxalement bien plus le très récent Scott Pilgrim que n'importe quel titre d'époque. Et même si le procédé est devenu aussi racoleur que la fameuse soubrette, il faut reconnaître qu'il est ici assez bien exécuté. Alors on pardonne les scénarios et les ambiances assez opportunistes, en espérant tout de même que le gameplay ait quelque chose d'authentique à proposer. C'est à peu près le seul domaine dans lequel toute cette vague de jeux néo-rétro peut vraiment apporter quelque chose, puisque toute la partie technique s'acharne à reproduire ce qui se faisait il y a 15 ans. En l'occurrence, l'innovation passe par une évolution assez poussée des différents personnages jouables. Au fur et à mesure des parties et des bonus récoltés, ils gagneront des niveaux et des points de compétences à distribuer dans un arbre de talent. Si cet arbre est identique d'un combattant à l'autre, chaque protagoniste devra être optimisé séparément. Le but sera alors de répartir ses points au mieux entre le gain de statistiques pures ou l'apprentissage de nouvelles techniques. En sachant que le niveau maximal est actuellement fixé à 50 et qu'il ne permet pas de tout débloquer, il s'agira nécessairement de faire des choix. Un principe intéressant qui pousse à réfléchir un minimum à ce qu'on veut faire de ses personnages, et un principe très ergonomique surtout, puisque l'on pourra toujours réattribuer ses points à l'envie. Ainsi, si l'on appréciera forcément de manier une Mikoto extrêmement forte, rapide et résistante, on pourrait tout aussi bien lui préférer un équivalent versatile, capable de faire face à toutes sortes de situations. C'est là que les différentes compétences interviendront, en débloquant d'abord des doubles sauts ou des combos rallongés, puis des attaques spéciales de plus en plus puissantes, jusqu'au dévastateur Phantom Break, capable de vider les écrans les plus chargés. Et ça ne sera pas de trop, car le jeu s'avère assez difficile dès le mode normal. Difficile car les ennemis sont coriaces et peuvent frapper très fort, mais aussi difficile parce que pas évident à prendre en main. En plus des 3 types d'attaques plus ou moins puissantes, il faudra effectivement apprendre à maîtriser les dashs, les attaques à distance, les coups spéciaux, les changements de plan, la garde, les esquives et les ripostes, et la gestion de la jauge spéciale qui va avec. En gardant en tête que chaque personnage dispose bien évidemment de sa propre palette de coups et donc de sa prise en main dédiée. C'est assez déstabilisant en premier lieu, mais on s'y fait assez vite et le jeu révélera alors toute sa profondeur. Une profondeur capable de justifier sans aucun mal la présence de modes multijoueurs en coopération ou en duel, disponibles à la fois en local et en ligne.
Et c'est là que la comparaison inévitable avec un titre comme Scott Pilgrim penche nettement en faveur de Phantom Breaker Battlegrounds. Pour peu qu'on s'y plaise, le titre saura nous accrocher un bon bout de temps, grâce à ses différents modes de jeu, à ses personnages à débloquer et à leurs arbres de talent à remplir. Les plus accros pourront même compter sur un DLC qui viendra prolonger cette durée de vie déjà conséquente. Tout réussi et plaisant qu'il puisse être intrinsèquement, Phantom Breaker Battlegrounds soulève une question dont la réponse pourrait à elle seule déterminer s'il vaut le coup d'y investir 800 Microsoft Points. A-t-on envie, en 2013, de continuer à voir le jeu vidéo poursuivre sa propre queue inlassablement? Oh, il sait parfois le faire de manière assez élégante, et c'est le cas ici. Mais le fait est que ce Phantom Breaker Battlegrounds, comme beaucoup d'autres titres, s'efforce avant tout de nous apporter une expérience de jeu en tout point similaire à ce qu'on a connu plus jeune. À chacun maintenant de voir ce qu'il attend du jeu vidéo de 2013, celui qu'on fantasmait dans les années 90, les mercredis après-midi, à l'heure du goûter. Alors privé de mon physique et de mon si brillant esprit qui vous avait apporté des plateaux tellement extraordinaires par le passé, je n'avais plus qu'à rester devant la vitre de mon salon, regarder passer les voitures et les gens dans la rue, exactement comme James Stewart dans Fenêtre sur cour. Mais ça m'a quand même permis de réaliser des statistiques quand même surprenantes. Saviez-vous que dans ma rue, la moyenne du nombre de roues des véhicules qui circulent est de 3,2 ? Et il y a aussi la parité, la moyenne des gens qui scurent le nez et qui font des messages à SMS, c'est exactement le même nombre pour les hommes et pour les femmes. Quant à ceux qui scurent le nez avec leur téléphone, j'en ai pas vu. Mais ça doit exister. Et par contre, quand même, le truc le plus important sur mes statistiques, c'est que 100% du petit con du 4e étage de l'immeuble d'en face s'amuse à tirer avec un pistolet à air comprimé des petites billes en caoutchouc un petit peu sur les gens qui passent dans la rue. Et les gens qui regardent les gens qui passent dans la rue aussi. Celui-là, j'aimerais bien avoir une caméra, comme ça je le filme, et puis j'envoie aux parents. Mais j'ai prêté ma caméra à Anne, c'est un petit peu embêtant, mais ça lui permet de faire des superbes pico-pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, mais tout de suite des concerts. Le 25 mai au Palais des Congrès aura lieu à Paris un concert entièrement destiné à la série The Legend of Zelda. Donc le concert s'intitule The Legend of Zelda Symphony of the Goddess, donc la symphonie des déesses ou de la déesse. Alors dans ce concert, on nous promet 66 musiciens et 24 chœurs, donc avec des musiques réarrangées par des grands noms, des compositeurs de films ou de séries télé américaines. Et donc ça promet d'être pas mal, sauf le prix, voilà. Alors je pense qu'il va falloir beaucoup économiser si vous voulez y aller, car les places sont annoncées entre 75 et 110 €. C'est pour les plus motivés, on va dire. Cette semaine, on commence les sorties avec un album de reprise un petit peu particulier. Alors c'est un album indé qui appartient à un petit label spécialisé dans la musique de jeu aux États-Unis. Donc l'artiste s'appelle Erutan, c'est une jeune fille sous son vrai nom Kate Covington qui réarrange elle-même des musiques de films, d'animés, etc. et qui rechante par-dessus dans un style celtique. Dans cet album qui s'appelle A Bard Side Quest, donc la quête annexe du barde, elle a regroupé plusieurs musiques de jeux vidéo, notamment de RPG qu'elle a refait version celtique. Donc elle a carrément eu les droits en fait pour sortir cet album qui est disponible uniquement sur internet sur le site de la Pomme, et dessus on retrouve du Final Fantasy forcément, mais aussi du Zelda ou bien du Dark Cloud, du Skyrim et du Portal version celtique. Oui, fallait y penser. Alors si vous voulez écouter un petit peu avant d'acheter, c'est possible donc sur le site de téléchargement où on peut écouter un petit extrait, mais sur son site à elle ou sur des grands sites de partage de vidéos, elle a uploadé tout ça. Donc si vous cherchez Erutan, vous pouvez télécharger quelques chansons déjà. When your stars stop shining and the spines around you winding, know that you're not alone. I will give my
Voilà, on faisait la farandole dans les bois au son de la harpe, du tambourin, etc. Et tout de suite, là, on va partir dans l'espace. On rentre dans un cockpit, on enfile sa combi avec la compilation des génériques de début de Super Robot Tyson interprété par Jam Project, tout en programme. Là, c'est le Neketsu, c'est le sang brûlant. On arrive, on se tape avec tout le monde dans l'espace, les méchants, c'est les extraterrestres, etc. Donc, je réexplique vite fait. Super Robot Tyson, c'est une série de simulation RPG, comme ils appellent ça au Japon. En gros, vous prenez tous les super robots des animés de robots, c'est les gentils, ils se battent contre des méchants robots aliens et sous forme de tactical RPG. Et voilà, ça pète dans tous les sens avec des super attaques, etc. C'est du gros fan service et les Japonais adorent ça, ça se vend très bien. Les génériques de début, pour la plupart d'entre eux, ont été chantés par le groupe Jam Project qui était passé en concert à Paris. Donc c'est un petit peu la crème de la crème des chanteurs d'animés qui se regroupent pour faire des super génériques d'animés ou bien de jeux vidéo. Ils étaient donc voilà, j'espère que vous les avez vus quand ils étaient passés à Paris à Chibi Japan Expo. Donc sur ce CD, on retrouve uniquement les génériques de début comme Gong, Skill ou Victory et je pense que ça fera très plaisir à Monsieur Sébastien Ruchet. Dans l'espace, mais au lieu de piloter un robot géant, là c'est un petit peu plus modeste puisqu'on pilote une sorte de missile ou de jetpack, j'ai jamais trop su ce que c'était, avec Space Harrier 2 Complete Collection, donc un album qui regroupe toutes les musiques de Space Harrier et qui sort non pas sous forme de disque mais sous forme numérique, disponible sur le site de la Pomme. Alors cet album contient toutes les musiques de Space Harrier, c'est-à-dire 68 morceaux, et je vous invite forcément à télécharger l'album entier qui coûte 10 € plutôt que faire chanson par chanson, puisque ça revient à 1 € la chanson, il y en a qui sont très courtes puisque c'est seulement des jingles. En bonus, donc sur cette nouvelle édition de l'album, on retrouve une reprise du thème de Space Harrier qui est chantée par Ash, donc du groupe de rock de Sega, pardon. C'est celui qui a fait les musiques de Burning Ranger ou qui crie Daytona tout le temps, et donc là cette chanson bonus est exactement dans le même genre, donc ça met la patate. Ce numéro de Pico Pico est terminé, alors je suis désolée, aujourd'hui il n'y a pas eu de Megamix, c'est suite à des petits problèmes inopinés d'emploi du temps des deux côtés, et on appelle ça les aléas du direct, voilà, c'est Sheila qui employait cette fabuleuse formule, il me semble. L'émission est en direct bien sûr, donc pour m'excuser, voilà, je vais vous donner un petit conseil si vous n'avez pas eu votre dose de musique de jeu. Si vous allez sur la page SoundCloud donc, de l'artiste Consumers qu'on passe sur nos lives, il a posté le set de DJ qu'il a joué lors du festival Famille Modé où il remixait uniquement des musiques de jeu, donc vous avez à peu près 35 minutes d'un super méga mix de musique de jeu, il y a du Nintendo, du Sega, un peu tout, donc voilà, c'est très sympathique, c'est gratuit pour écouter, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et bye bye. Oui, mais là je vous entends, mais quel couillon, mais quel bonheur ce serait de pouvoir rester comme ça coincé à la maison, on pourrait passer la journée à jouer aux jeux vidéo. Seulement voilà, moi je vous ai déjà dit et redit que les jeux vidéo c'est mal, hein. C'est vrai qu'en ce moment, moi je suis plutôt Kuni. Ni no Kuni, le RPG Ghibli. Ah, c'est bien, mais bon, je me suis fait défoncer par le conseil, alors j'attends un petit peu de me remettre avant de m'y remettre. Et encore, là je reprends quand je veux parce que c'est au pad. Mais imaginez si je devais reprendre le clavier pour jouer à Wizardry, hein. Ah ben je pourrais pas, je suis trop vieux. La preuve, je connais Wizardry. Lorsque l'on remonte aux sources du RPG, 2 séries viennent immédiatement à l'esprit. La série Ultima, qui a déjà fait l'objet de plusieurs épisodes de Retro & Magic, et la série Wizardry, dont nous allons parler aujourd'hui.
en 1980, Norman Sirotek fonde la société Sirtech Software avec pour objectif de devenir éditeur de jeux vidéo. Sirtech recrute 2 jeunes game designers, Andrew Greenberg et Robert Woodhead, des passionnés de Donjons et Dragons qui vont alors chercher à recréer l'ambiance de l'exploration d'un donjon en jeu vidéo. Ce sera Wizardry, qui sort sur Apple II en 1981. Wizardry pose les bases du genre que l'on appelle désormais Dungeon Crawler. On y retrouve une vue à la première personne grâce à laquelle on dirige une équipe d'aventuriers à travers des dédales remplis de monstres, de pièges et de dangers divers. Les déplacements se font case par case, système que l'on retrouve encore à ce jour dans des titres comme Etrian Odyssey. Le jeu étant sorti il y a plus de 30 ans, on ne s'étonnera pas que ses graphismes soient très limités, se contentant de décors en fil de fer pour les donjons et de sprites grossiers pour les monstres. La plupart des interactions se font de manière purement textuelle. Le système de jeu de Wizardry est clairement inspiré de Donjons et Dragons. Les personnages peuvent appartenir à diverses races, comme les humains, les elfes, les nains, les gnomes ou les hobbits, et choisir parmi 4 classes de base, guerriers, prêtres, mages ou voleurs. On retrouve également un système d'alignement, les personnages pouvant être bons, neutres ou mauvais. Cela aura un impact sur certaines rencontres, car l'une des particularités de Wizardry est que l'on croisera parfois des monstres amicaux ne cherchant pas le combat. Des personnages bons ne seront pas contents si le joueur décide de tuer ces monstres quand même, pour le loot ou l'expérience. Tandis que des personnages mauvais râleront si le joueur choisit au contraire de ne pas se battre. Lorsqu'il n'explore pas le labyrinthe, le joueur fera des escales régulières à la ville de Lilgamin, avec son auberge, son temple, son armurier et sa guilde des aventuriers. Wizardry est un jeu vraiment très difficile, dans lequel il n'est pas rare de se faire exterminer dès les premiers pas dans le donjon. Sans compter que le jeu n'inclut pas de fonction d'automap, il faudra donc soi-même dessiner les plans des 10 niveaux du donjon au fur et à mesure de leur exploration. Ces caractéristiques que l'on qualifierait aujourd'hui de hardcore ne l'empêcheront pas de connaître un énorme succès de par le monde. Côté scénario, l'intrigue est basique. Le seigneur de guerre Trébor possédait une amulette lui conférant un immense pouvoir. Un jour, le sorcier maléfique Werdna vola l'amulette et alla se terrer au fond de son donjon pour l'étudier. Fou de rage, Trébor a promis monts et merveilles aux aventuriers assez téméraires pour braver le labyrinthe et récupérer l'amulette. Les plus perspicaces auront remarqué que Trébor et Werdna sont en réalité les noms des 2 créateurs du jeu, Robert et Andrew, écrits à l'envers. Fort du succès rencontré par le jeu, Sirtech met rapidement en chantier des scénarios supplémentaires, The Knight of Diamonds et Legacy of Lilgamin. Le gameplay et les graphismes n'ont pas changé d'un pouce, seuls les donjons proposés sont toujours plus retors. Chaque nouveau jeu demande d'ailleurs aux joueurs d'importer ses héros de l'épisode précédent, afin qu'ils soient déjà à haut niveau et donc capables de survivre au nouveau labyrinthe. Wizardry 1 à 3 sont souvent considérés comme formant une seule grande aventure, surnommée la saga de Lilgamin. Ce n'est qu'en 1987 que Sirtech publie un 4e épisode de Wizardry. Malheureusement, le jeu n'a connu quasiment aucune amélioration graphique ou technique. On retrouve toujours les sempiternels donjons en fil de fer, alors qu'à l'époque, d'autres jeux comme The Bard's Tale ou Might and Magic proposent déjà des graphismes en couleur autrement plus attrayants. S'il est techniquement daté, Wizardry 4 propose une idée originale de gameplay. Dans cet épisode, on ne joue pas une équipe d'aventuriers, mais Werdna, l'enchanteur malfaisant du premier épisode. Vaincu et jeté au fond d'un cachot, Werdna va désormais chercher à s'échapper et retrouver sa puissance d'antan. En lieu et place des habituels aventuriers, le joueur pourra donc invoquer des monstres, prêtres fous, orques ou squelettes, qui se battront pour lui. Wizardry 4 est également assez drôle, le jeu étant ponctué des ruminations maléfiques de Werdna. The Return of Werdna est un jeu extrêmement difficile, même comparé aux standards de la série. Il est régulièrement cité parmi les jeux les plus difficiles de tous les temps. Être un sorcier maléfique, ça se mérite. « 1988 marque l'arrivée d'un nouveau Wizardry qui change tout. Bon d'accord, pas tant que ça en réalité. Les graphismes n'ont par exemple pas changé d'un pouce. Mais pour les habitués de la série, Wizardry 5 introduit de nombreuses et subtiles différences. S'il revient au principe des 3 premiers épisodes, c'est-à-dire la quête d'un groupe d'aventuriers dans de sinistres donjons, Wizardry 5 propose désormais plus de classes, plus de sorts, plus d'objets, des labyrinthes plus vastes, une histoire plus présente, etc. Wizardry 5 est le premier épisode à n'avoir pas été conçu par le duo Andrew Greenberg et Robert Woodhead, qui laisse la place à un nouveau designer, David W. Bradley.
1990 voit la sortie de Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge. Enfin une évolution visible de la saga, qui gagne des graphismes tout en couleur et une nouvelle interface jouable entièrement à la souris, imitant celle de Dungeon Master. Si Wizardry 6 reste un dungeon crawler à l'ancienne, il propose des combats plus tactiques, davantage d'interaction avec les personnages rencontrés dans le labyrinthe et un univers plus original s'éloignant des canons de Donjons et Dragons, proposant de nouvelles races inédites comme les Rawwolves et les Felpers. Certaines actions comme le crochetage d'une serrure donnent désormais lieu à une sorte de mini-jeu où le joueur doit appuyer sur la touche au bon moment. La série gagne en outre un fond de science-fiction. Les aventuriers sont sur la trace de la Forge Cosmique, un ancien artefact des Cosmic Lords, les entités quasi-divines ayant créé l'univers. La Forge n'est autre qu'une sorte de crayon magique permettant de donner vie à ce que l'on écrit. Évidemment, un tel objet n'est pas fait pour tomber entre toutes les mains. Wizardry 6 peut s'achever de plusieurs manières différentes selon les choix du joueur. Cela génère une sauvegarde spéciale qu'il est ensuite possible d'importer dans Wizardry 7, changeant le début du jeu. Deux ans plus tard sort donc Wizardry 7, qui reprend directement là où le joueur s'était arrêté. Alors que les aventuriers viennent de trouver la forge cosmique, celle-ci est dérobée par le cyborg Alethéide. Il s'avère que la forge n'est qu'un des ingrédients permettant de devenir soi-même un Cosmic Lord. L'artefact suivant, l'Astral Dominé, se trouve sur la petite planète Guardia. Plusieurs factions émergent pour s'emparer de la mystérieuse planète et du pouvoir qu'elle recèle. Suite au rôle qu'ils ont joué dans cette affaire, les aventuriers sont à leur tour emmenés sur Guardia et se mettent en quête de l'Astral Dominé. Mais dans les ténèbres du cosmos, un ennemi apparaît, le Dark Savant, un seigneur de guerre galactique cherchant à obtenir la domination sur l'ensemble de l'univers. Wizardry 7 sort enfin des donjons pour proposer une aventure au grand air, tandis que le joueur part explorer la dangereuse planète Guardia. Le gameplay conserve mais affine celui du 6e épisode, mais rend l'aspect science-fiction encore plus présent, puisque les aventuriers auront désormais accès à de nouveaux types d'armes comme des fusils blaster. L'aspect diplomatie a également été nettement renforcé puisque le joueur sera amené à nouer des alliances avec les diverses factions présentes sur Guardia, comme la Fédération impériale Umpani ou les Trang alliés au Dark Savant. Encore une fois, Wizardry 7 offre plusieurs conclusions, dépendant notamment des alliances du joueur. Mais pour les joueurs souhaitant connaître le fin mot de l'histoire, il faudra s'armer de patience. Before the beginning, the Cosmic Lords crafted 3 artifacts. Ce n'est qu'après quasiment une décennie d'attente que la saga des Cosmic Lords trouve sa conclusion épique dans Wizardry 8. Le Dark Savant s'est emparé de l'Astral Dominé et fait désormais route vers Dominus, le monde d'origine des Cosmic Lords, qu'il entend défier afin de remodeler l'univers à son image. Seuls les aventuriers peuvent le coiffer au poteau et empêcher son ascension. Si le joueur avait conservé sa sauvegarde de Wizardry 7, il pourra l'importer dans Wizardry 8, ce qui fera commencer le jeu de différentes manières, selon les alliés qu'il avait glanés au cours de l'aventure précédente. N'y allons pas par 4 chemins. Autant les 7 premiers Wizardry ont un intérêt historique indéniable mais semblent aujourd'hui assez abscons, autant Wizardry 8 est un chef-d'œuvre à classer au panthéon des plus grands RPG jamais conçus. L'univers est vaste et vivant, l'intrigue palpitante, les combats trépidants. Le jeu est désormais tout en 3D, offrant des graphismes très réussis pour l'époque. Le joueur peut désormais se déplacer librement dans les environnements, et plus seulement case par case, même si les combats restent au tour par tour. Le système de conversation avec les personnages non-joueurs est également un modèle du genre, l'un des plus riches et complexes jamais vus dans un RPG. Wizardry 8 aura demandé des années de travail à Sirtech, et la société n'y survivra pas. Sirtech mettra la clé sous la porte peu de temps après la sortie du jeu, s'étant investi corps et biens dans sa réalisation. Un barreau d'honneur en fanfare, qui permet à la série de s'achever sur sa note la plus haute. Wizardry 8 referme toutes les intrigues commencées dans Bane of the Cosmic Forge, et n'appelle donc pas de suite, malgré la présence de 3 fins différentes. Pourtant, le jeu réalise une ultime sauvegarde une fois la quête achevée, comme un clin d'œil au bon vieux temps. Very well. Était-ce pour autant la fin de la saga Wizardry? Non, car comme nous le disions au début d'émission, la série a connu un immense succès de par le monde, et notamment au Japon.
Les Japonais sont littéralement devenus accros à Wizardry, et à la fin des années 90, avaient acheté à Sirtech les droits pour réaliser des épisodes de Wizardry pour le marché nippon. Seule une poignée de ces titres sont parvenus en Occident, et notamment Tale of the Forsaken Land, sorti sur PS2 l'année même où Wizardry 8 arrivait sur PC. Si Wizardry 8 cessait d'être un simple dungeon crawler pour devenir un RPG à part entière, Tale of the Forsaken Land dénote l'affection des Japonais pour les épisodes fondateurs de la série. Il s'agit donc d'un pur dungeon crawler avec toutefois des graphismes tout en 3D et une réalisation très soignée. Les développeurs d'Atlus ont su conserver les piliers de la série tout en supprimant certains aspects trop vieillots et en ajoutant leurs propres ingrédients comme par exemple des actions combinées lors des combats. Synthèse de ce que les 6 premiers épisodes de la série proposaient de meilleur, Tale of the Forsaken Land est probablement la quintessence du dungeon crawler à la Wizardry. Il mérite de trôner aux côtés de Wizardry 8 en tant que meilleur titre de la série. Wizardry continue de connaître de nouveaux épisodes au Japon, dans le cadre de la Wizardry Renaissance, une tentative de remettre la franchise sur le devant de la scène. Ce mouvement conduira à la sortie en 2009 de Labyrinth of Lost Souls, un épisode ultra old school en téléchargement, et en 2012 de Wizardry Online, le MMORPG free-to-play inspiré de la série. Eh bien, ça va mieux. Vraiment, franchement, ça m'a libéré d'un poids de vider mon sac, de discuter avec vous. Je me sens vraiment plus léger. Hein. Je vous remercie. Je vous dois. Non? Ah bah, je vous remercie. Hein. Je vous fais des bisous. Et puis je reviens dans 2 jours pour la prochaine séance. Ben, merci beaucoup.